tout à l'heure, on vous l'a dit très justement, le film a été maltraité en France, non pas maltraité, tout simplement parce que le producteur, enfin le distributeur, avait tellement peur que le film fasse scandale, étant donné la réputation quand même de la personne qui est plus ou moins représentée dans ce film à ce moment-là. Il a voulu sortir le film dans des conditions différentes. Si bien que le film n'a pas été véritablement montré. D'autre part, les critiques, la plupart du temps, qui sont toujours à la pointe de ce qu'il faut faire pour être identique aux autres, donc d'emblée avait décidé que le film c'était une sorte de, comment dirais-je, d'utilisation très financière d'un fait divers très, très connu, et bref, qui avait d'emblée méprisé le film, etc. Bon, vous venez de le voir. Je pense que vous avez quand même constaté que c'est un film somptueusement bien fait. Vous n'avez pas eu un plan dans le film qui ne soit pas admirable là, quel que soit ce plan, et justement, et les raisons pourquoi ce plan sont là à ce moment-là. Bien, j'ai déjà donné un peu mon opinion, et c'est pas pour rien que d'ailleurs j'ai demandé qu'on, pas pour moi de revoir le film en le représentant ici. Je trouve vraiment le film admirable, et Ferrara a fait en même temps que ce film un autre film qui est le film sur Pasolini, donc le grand cinéaste italien, qui est un très beau film, mais j'avoue que je préfère de beaucoup celui-là. Je trouve que c'est un des plus grands films d'Abel Ferrara. Je vous écoute. Si vous n'avez pas aimé, vous le dites. Hein, je voulais vous demander, comme c'est un film sur la rédemption, est-ce que vous pensez que Paul Schrader ou Martin Scorsese aurait pu le réaliser? Et est-ce que vous l'avez personnellement rencontré, Abel Ferrara? Attends, j'ai pas compris quoi. La dernière phrase. La première phrase, est-ce que comme c'est un film qui parle de la rédemption, est-ce que vous pensez que Martin Scorsese ou Paul Schrader auraient pu le réaliser? Oui. Question difficile parce que Ferrara, qui a un nom latin, donc de souche plus ou moins catholique, donc rédemption dans le sens Scorsese ou dans le sens Schrader peut-être moins, mais enfin ce côté chrétien, c'est pas tout à fait le style de Ferrara. Ferrara, c'est plutôt un cinéaste qui ne croit pas trop à la rédemption. Ce à quoi il croit, ce sont aux forces intimes que l'on a en soi. Ce qui est très beau dans ce film, c'est qu'il y a, vous n'êtes pas rendu compte, mais enfin ça devient très 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 net dans la dernière séquence, dans l'appartement, dans la maison louée par la femme de Devro, où vous pouvez apercevoir que les espaces sont complètement séparés. C'est-à-dire que c'est très, très intéressant toute la dernière séquence. Ça commence par une espèce comment dirais-je, de dédoublement de l'image. Il y a Devro qui descend l'escalier. D'un seul coup, l'image, comme s'il se dédoublait lui-même. Et ensuite, la séquence entre lui et elle. Elle, c'est d'abord totalement séparée. Elle complètement à gauche, lui complètement à droite. Et à la fin, ils sont pris l'un et l'autre, chacun au centre. C'est-à-dire qu'en fait, le vrai conflit est là. Il y a un conflit qui est: est-ce qu'on a le droit, et c'est pas une question de rédemption, est-ce qu'on a le droit d'être double ou pas? Le personnage de Devro, tel qu'il est traité ici,
c'est un personnage double. Il a une force intime de bestialité. Enfin, disons la bestialité, c'est beaucoup plus simple. C'est pas pour rien que toute la première tout le début du film, et qui dure presque 20 à 25 minutes, c'est uniquement que des scènes disons, pour dire le mot de façon gentille, de luxure, et de luxure très montrée. Même si, de ce point de vue, Ferrara est très précis dans sa façon de filmer, on n'est jamais dans la pornographie, mais on est quand même constamment dans l'explicite. C'est-à-dire que vous comprenez tout ce qui se passe. Simplement, ce n'est pas fait sur le désir de communiquer une pulsion sexuelle au spectateur. C'est plutôt même fait plutôt pour le réfrigérer et non pas pour l'exciter. Mais vous avez ces 20 ou 25 premières minutes qui sont justement montrer cette espèce de folie du personnage, de ce personnage-là, qui ne peut pas, au fond, lutter contre cette folie. Et c'est vrai que ce qui a intéressé le cinéaste Ferrara, c'est de nous montrer justement un personnage qui est totalement double entre les plus hautes fonctions et même celles, et on le sait en plus, qu'il aurait pu avoir d'être président de la République, c'est-à-dire donc la plus haute fonction, et en même temps des pulsions, disons-le, bestiales, quoi, ou des pulsions violemment sexuelles. Alors là, il ne peut pas y avoir de rédemption. Il y a simplement un personnage qui, à la fin, accepte. Enfin, accepter, c'est peut-être pas tout à fait le mot, mais choisit entre les deux voies. Et il choisit finalement sa vraie raison d'être, qui est cette espèce d'animalité qui l'habite. Il ne peut pas s'en passer, il est complètement obsédé par ça, et c'est tout à fait étonnant dans le film, cette façon qu'on le croit justement entrer dans la rédemption par la femme, par l'épouse, et puis on s'aperçoit qu'immédiatement après, il séduit une jeune fille noire, ensuite il viole une journaliste, même si ce viol de la journaliste renvoie à la véritable affaire où ça aurait eu lieu 4 ou 5 ans avant. Enfin, mais bon, là c'est remis dans le devenir du personnage, alors que c'était une situation qui est dans la vie réelle, enfin dans la vie réelle, dans le procès, était précédé de la séquence de New York depuis un petit bout de temps. Bon, puis ils n'ont pas très ajouté tout ce qui était le Carlton de Lille. Bon, ça faisait trop. Et puis en plus, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est justement un personnage qui a une dualité. Et une dualité qui finalement choisit peut-être la pire, mais qui pour lui est la plus nécessaire. C'est pas très chrétien. Vous m'excuserez. C'est pas tout à fait comme ça que les églises, quelles qu'elles soient, représentent l'être humain. On n'est pas dans la divinité. Moi, je trouve vraiment très... il y a une chose dans le film qui est frappant. C'est un film qui est... ça, c'est vraiment Ferrara. C'est un cinéaste très curieux. Très curieux, Ferrara. C'est toujours dans l'exactitude que l'on pourrait dire quasi documentaire. Bon, par exemple, si vous reprenez le début, toutes les scènes j'allais dire partout, enfin après tout, pourquoi pas. Il l'a employé dans le film, alors je peux l'employer. Sont en fait parfaitement documentaires, mais ce n'est pas filmé comme des documentaires, ce n'est pas filmé sur du réel, c'est filmé comme de quelque chose qui est au fond de l'ordre un peu de l'irréel. Et tout le film est fait comme ça. Il y a par exemple, la séquence de la prison, tout est fait sur
une vérité de ce qui est montré, mais ça ne rentre pas dans la catégorie de ce qu'on appelle le réalisme en art. Le réalisme, c'est-à-dire la représentation exacte sur laquelle on appuie pour bien montrer que c'est exact. Au contraire, ce qui est très, très intéressant chez Ferrara, et qui en fait, de ce point de vue-là, un cinéaste américain véritablement, c'est que l'action est toujours présente. C'est-à-dire que chez lui, l'action, c'est pas ce qui va devenir, mais simplement que tout est constamment en mouvement. Et ça vous est donné dès le début du film, déjà par cette espèce de représentation, puisque le film ouvre sur le portrait de Lafayette, ensuite sur quelques figures, Rochambeau, etc., puis ensuite Abraham Lincoln, etc., plus l'argent à ce moment-là, les dollars et tout le reste, c'est-à-dire, au fond, un monde qui est en effet représenté les rapports France-Amérique par Lafayette et Rochambeau, en même temps la situation de Devreau en tant que grande puissance ou grand maître du pouvoir de l'argent, puisque tout cela est parfaitement connoté, et ensuite ce qui est très passionnant, enfin, la façon dont Ferrara travaille sur ça, c'est que de montrer que cet homme qui a une immense puissance sur l'univers, par l'économie, donc par l'argent, en même temps utilise cet argent de la façon, enfin, je ne dirais pas la plus vulgaire, mais la plus honteuse. Enfin, je ne dirais pas honteuse non plus, c'est pas honteux. L'argent tel qu'on peut se le représenter, permettant tout ce qui est interdit. C'est dans ce sens-là. Et en même temps, si vous regardez bien le film, tout le temps, vous êtes en mouvement. Moi, j'aime beaucoup, par exemple, pourquoi prendre un plan, là encore c'est au début, où on le voit avec sa valise, arriver dans un hall d'aéroport, et on vous parle, enfin, c'est un truc sonore, sur le tapis roulant. Et on vous le refait écouter 10 fois. Et en permanence, toujours tout est en mouvement, toujours tout est en... Et ce n'est pas, on ne va pas vers quelque chose, en fait, on va à la découverte de du mouvement qui vous mène, de vos pulsions profondes. Et tout le film est fait là-dessus. Avec évidemment, en revanche, et c'est intéressant, que l'épouse, elle, c'est l'argent. Mais l'autre argent, celui vraiment qui a le vrai pouvoir et qui peut se payer tout. Tout dans le sens que le monde m'appartient parce que j'ai l'argent. Et ce que, au fond, la discussion finale, c'est une grande discussion d'amoureuse, c'est-à-dire en d'autres termes, où tu te mets, enfin, tu es mon époux, donc tu épouses ma fortune est immense, et tu rentres dans le jeu, c'est-à-dire cette fortune, c'est le pouvoir, et on fait ce qu'on veut avec l'argent. Et toi, tu ne fais pas ce qu'on veut avec l'argent, tu fais ce que tu veux toi avec l'argent. Et donc à ce moment-là, c'est évidemment, au fond, tu déshonores l'argent. Moi, je trouve le film extrêmement passionnant sur une réflexion sur un fait divers, bon, qui nous a tous occupés, plus ou moins intéressés d'ailleurs, parce que ça, c'est notre problème, mais et comment on repose des questions fondamentales, et de ce point de vue, le film est un film admirable, et c'est un vrai film de Ferrara qui a toujours été un cinéaste un peu subversif. Bon, c'est pour ça que tout à l'heure, votre question de rédemption, en effet, Scorsese n'aurait pas fait ce film-là. Non, je vous donne la réponse. Il ne peut pas faire ça. Alors, en plus, il ne le ferait pas non plus sur l'écriture. Scorsese est un cinéaste qui arrête ses plans. Alors que Ferrara est un cinéaste qui constamment fait le mouvement, enfin,
perpétue le mouvement. Ceci étant dit, en plus, vous avez pu quand même constater qu'il n'y a pas un plan dans le film qui ne soit pas admirable sur l'éclairage, sur les couleurs, etc. La façon, par exemple, de voir l'appartement, enfin, l'habitation qu'ils habitent, enfin, c'est superbe, enfin, c'est vraiment... ouais. Il y a un plaisir visuel et sonore du film qui est magnifique et que j'espère vous avez ressenti. De toute façon, si vous n'avez pas ressenti, à ce moment-là, vous renvoyez le film puisque il est en DVD, il est en DVD Blu-ray. Il est en Blu-ray là, hein, c'est ça? C'est du Blu-ray là, oui. Voilà, bon, c'est déjà des choses que je voulais vous dire comme ça au départ, parce que c'est un film qui pour l'instant n'a pas encore trouvé la place dans l'admiration cinéphilique et qui, obligatoirement, parce que c'est vraiment un grand film, l'obtiendra un jour ou l'autre, parce que pour moi, c'est un des plus beaux Ferrara. Enfin, et Ferrara, je le considère comme un des plus grands cinéastes américains d'aujourd'hui. Quasiment du niveau des Coppola, de Palma, Michael Mann, que nous allons voir ici d'ailleurs, etc. Bon, on passe aussi à un Coppola, non? Je ne sais plus si on passe à un Coppola. Non, on en passera une autre fois. Bien, ben, je vous écoute de nouveau. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, je crois que monsieur... Oui. Moi, j'aimerais surtout avoir vos sensations. Oui. Alors, moi, ça m'a fait penser beaucoup, la première partie, à La Grande Bouffe de Ferreri. Après, j'ai pensé beaucoup au film de Bad Lieutenant. Lequel Bad Lieutenant. Ah ben de lui, alors. Oui, oui. De Ferrara. Oui, de Ferrara. Et en fait, l'apothéose, je pense que c'est un mélange d'italien et américain qui montre un peu, justement, ce pouvoir de l'argent à travers toute l'histoire italienne qu'il y a pu y avoir, et à travers aussi ce pouvoir immoral et moral que montrent les Américains à chaque fois. Oui, il y a ça, c'est vrai. Mais c'est un film quand même. Quand on dit que les Américains sont naïfs, c'est loin d'être naïf. Hein. Et de ce point de vue, le film, justement, sur le principe de la morale, est-ce que la force, enfin, les pulsions individuelles sont-elles, même si elles sont apparemment immorales, sont-elles véritablement immorales dans le sens non plus de la notion de moralité, je ne sais plus comment dire, mais immorale dans le sens de la vie elle-même. Et en fait, il montre que ce n'est pas immoral. Qu'après tout, la sexualité, c'est une force, et que cette force, évidemment, on peut la déformer, on peut la pousser là, il ne faut pas trop la pousser quand même, mais bon. Et je trouve que de ce point de vue, sur les pulsions sexuelles et sur le corps, le film est très fort. Quand même montrer, il faut quand même l'oser des deux côtés d'ailleurs, montrer le corps de Depardieu comme il le montre là, il faut avoir le culot d'un Ferrara et d'une certaine façon le génie de Depardieu, parce que Depardieu ose ce que la quasi-totalité des autres acteurs n'auraient jamais accepté. Parce que quand il se montre, quand on le dépouille, c'est le cas de le dire au moment de la police, beaucoup d'autres acteurs n'auraient pas voulu faire cette scène ou qu'on l'esquisse ou qu'on la suggère, mais absolument pas la filmer comme elle est filmée là. Et le film accepte le cru, la crudité des choses. Ça, c'est une chose, en revanche, que Ferreri n'aurait pas fait. Quoique Ferreri, il c'est loin aussi. C'est quand même un cinéaste qui est quand même très intéressant aussi sur. Bon, c'est La Grande Bouffe que vous avez citée. La Grande Bouffe. Oui, c'est ça, La Grande Bouffe. Il ose quand même aller assez loin, mais jamais
il aurait mis, par exemple, ses acteurs à poil. Alors que là, c'est quand même très sidérant. Et le début des scènes de coucherie sont quand même très violentes. On va vraiment très loin. C'est-à-dire que Ferrara est quand même un cinéaste qui considère que la caméra est un œil et que cet œil a le droit de tout voir si c'est pour réellement voir et non pas pour le voyeurisme. Mais voir, c'est regarder les choses. Et entre autres, le film sur les corps, je trouve le film tout à fait étonnant. Corps de femme, corps d'homme, tout à fait remarquable. Et je trouve, en même temps, l'interprétation de Jacqueline Bisset comme dans le rôle de l'épouse, elle est absolument... Bon, moi, c'est une actrice que j'aime énormément, qui n'a pas eu une carrière immense, mais enfin, c'est quand même une actrice assez remarquable. Et là, je trouve dans la façon de jouer l'épouse, elle est quand même très bien. D'ailleurs, je ne sais plus d'ailleurs quelle est la véritable épouse de DSK, je ne me souviens plus. C'était qui déjà? C'était une speakerine, hein? Ah, Sinclair, c'est ça, Sinclair, oui. Enfin, on s'en fiche. Finalement, on s'en fiche, au fond. Comment? Ah oui, c'est Rodalbert, c'est ça. Oui. Hein? Oui, oui. Oui, alors je ne sais pas très bien qu'est-ce qui... parce que la suggestion de ce qui s'est passé pendant la guerre, alors là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas très bien. Alors, comme je ne suis pas au courant, puis comme je m'en fiche d'ailleurs, c'est pas mon problème. Oui. Enfin, bon, c'est suggéré. Oui, allez-y, j'en prie. Oui, bonsoir. Je vais essayer de pas trop être confus. Moi, c'est la deuxième fois que je vois le film, et c'est la deuxième fois que je l'apprécie. Pas beaucoup. Ah, vous n'aimez pas? Non, pas du tout. Et si je suis revenu ce soir, c'est parce que je me suis dit, qu'est-ce que M. Jean Douché va réussir à me faire découvrir où est-ce que ce deuxième visionnage va provoquer des choses intéressantes chez moi. En fait, quand je vous écoute, effectivement, je retrouve un peu tous les ingrédients dont vous parlez. Effectivement, tous les sujets que vous évoquez, ils sont... on peut les trouver dans le film, un peu tout ça. Mais ils ne me touchent jamais dans le film. Je les vois un peu montrés, je les sens montrés de façon un peu grossière. C'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression de voir un film balourd. J'ai l'impression de voir des choses surlignées, explicitées, et qu'il n'y a pas de geste de cinéma qui nous ferait traverser ces états, en fait. Il n'y a pas de ça. Moi, je ne le sens pas du tout. Vous n'avez pas été sensible à la beauté de chaque image? Malheureusement, non. J'aurais vraiment... Alors, une troisième fois. Mais une troisième fois ne fonctionnerait pas non plus sur moi. Pour tout vous dire, c'est mon métier de faire des images de cinéma. Je suis un jeune chef opérateur, je suis assistant à la caméra, je travaille beaucoup. J'aime des formes de cinéma qui ne sont pas particulièrement conventionnelles, à partir du moment où le geste de cinéma me fait décoller de mon fauteuil de spectateur et que je me retrouve plongé au milieu d'une émotion, d'une sensation, des choses comme ça. Malheureusement, j'ai l'impression que les choses me sont tellement écrasées sur le visage, mais je ne parle pas encore du caractère esthétique des plans, des choses comme ça, parce que l'esthétisme, c'est quelque chose qui... je pense au cinéma, l'esthétisme, il n'a pas besoin de rentrer dans le beau, dans les choses-là, à partir du moment où il est juste. Moi, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression que tous les ingrédients dont vous parlez, ils existent dans le film, mais il n'y a pas le geste de cinéma qui les transforme et qui fait que moi, je me retrouve dans des émotions, des choses comme ça. Par exemple, juste un exemple concret, parce que je trouve que je peux être un peu vague là, dans ce que je suis en train de raconter. Vous parliez du double. Le personnage, il est double. Il a ses pulsions, qu'on pourrait dire par exemple pulsions monstrueuses, il emploie le mot dans le film. Et à côté de ça, ce serait cet homme de pouvoir, cet homme... de morale, qui donnerait de l'argent à tel ou tel pays pour le bon fonctionnement du monde. Et ben, par exemple, la partie monstrueuse du personnage, elle est évidemment évoquée, elle est évidemment montrée, comme vous le dites, on la regarde, cette partie monstrueuse.
Mais cet homme de pouvoir, cet homme intelligent, cet homme qui tiendrait les rênes, enfin en tout cas qui aurait du pouvoir sur le monde de ces choses-là, je trouve que c'est jamais véritablement montré, ressenti. Cet homme-là, tout au long du film, je ne perçois pas la facette du double qui serait un homme de pouvoir, qui serait un homme puissant, qui serait un homme intelligent, par exemple. C'est-à-dire, je pense aussi que Depardieu, malgré tout son génie que je reconnais, Depardieu et Ferrara ont absolument voulu faire un film à charge. Et ils n'ont absolument pas voulu se plonger au cœur de ce que vous évoquez, qui est cette dualité. Moi, j'ai l'impression que Depardieu est convaincu que cet homme est uniquement monstrueux, bête, sans pouvoir, drivé par sa femme, chose-là. Le poste qu'avait ce personnage dans le film, je ne parle même pas dans la vraie vie, c'est un poste extrêmement important. C'est quelqu'un qui doit avoir de l'intelligence, il faut qu'on perçoive dans ces séquences-là le pouvoir de cet homme, la force qu'il a, la force que son cerveau a de capter les gens. Ça. Par exemple, je ne crois jamais qu'une femme tombe amoureuse de lui ou soit attirée par lui dans ce film. Ça ne m'arrive jamais. Même la jeune femme métisse qui rencontre à Sarcelles lors d'une exposition, je n'arrive pas, parce que la mise en scène, parce que la façon dont les choses sont mises en avant, dans la façon dont les choses sont interprétées, je n'arriverai jamais à ressentir le désir que cette femme peut éprouver pour cet homme. Je n'y arrive pas. Et je pense que Ferrara, et je vais vous donner mon avis quand je regarde ça, et avec mon point de vue de technicien qui fait des films, ces choses-là, je reçois, moi, quand je regarde ça, ce film-là, je perçois une fainéantise. Une fainéantise monstrueuse. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il n'a pas eu le courage de se plonger au cœur des ingrédients que vous avez évoqués, qui effectivement existent, mais qui sont tout simplement déposés et mis en exergue comme ça d'une façon un peu soi-disant subversive, mais des films subversifs, je pense qu'on en verrait des beaucoup plus sages qui sont beaucoup plus subversifs, parce qu'ils ont le courage de se plonger au cœur des sujets. Je n'arrive pas à le ressentir dans ce film-là. J'ai une opinion qui est très personnelle, ça c'est sûr. Et non, justement, c'est intéressant d'avoir une opinion complètement adverse par rapport à la mienne. D'abord, il y a quand même une chose. Il joue et il part quand même d'une connaissance des faits divers. Bon. On sait on connaît forcément quel homme de pouvoir il est au départ. On le sait. Non, c'est pas une question de fainéantise. Non, ce qui est intéressant, justement... Non, je m'excuse. Là, je parle de son travail, justement, puisque vous parlez de son travail. Moi, je reviens sur son travail. Comment le montrer? Parce que, supposons qu'il fasse, justement, on part, quoi que l'on fasse quand même au départ, on le voit dans son bureau, mais bon, déjà un bureau un peu occupé par ses petites passions, ses petits désirs. Bon, mais il n'empêche qu'il a quand même un pouvoir qu'on lui attribue d'emblée. Ce qui est intéressant dans le traitement de Ferrara, c'est de le montrer, ce pouvoir, non pas dans son exercice, mais d'un seul coup dans sa privation d'exercice. C'est-à-dire que plus le film avance et plus il est affronté à la police et d'un seul coup mis au rang des autres, donc des autres justiciables, d'un seul coup, on s'aperçoit à quel point ce pouvoir, il l'a eu et il est en train d'être dépossédé. Et on assiste à cette dépossession. C'est pour ça qu'on a toutes ces scènes successives où on le montre, et en particulier à cette scène quand même très violente. Quand j'avais eu la chance d'aller en prison, mais je suppose que ça doit être comme ça si on va en prison. C'est-à-dire qu'on vous oblige à vous déshabiller, etc., à faire toutes les petites... Comment? C'est ça, pour humilier. Et il joue là-dessus. C'est-à-dire que il n'a pas à vous donner l'exercice du pouvoir, il a à vous montrer la non-exercice du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'à la fin, justement, le personnage, en fait, accepte ce qu'il est, c'est-à-dire la faute qu'il a commise. C'est vraiment toute la fin. Je ne serai pas président de la République, etc. Je m'en fiche. Au fond, je vais aller
je veux être mes pulsions. Et je veux assumer mes pulsions. C'est là où moi je suis. Ce qui est intéressant, justement, et bon, je ne l'avais pas encore tout à fait dit, mais je voulais le dire, c'est que vous avez dans le film que des personnages, je dirais, qui n'ont qu'une face ou qu'une voix, et en particulier l'épouse, elle n'a qu'une voix, une face, et lui, c'est un personnage double. C'est un personnage qui est lui et son image. Et où est son image, justement? L'image qu'il aurait fallu donner, selon vous, c'est l'image du pouvoir. Ce qui est très intéressant, c'est de le montrer dans l'autre image, c'est-à-dire celle où il n'a plus le pouvoir, si ce n'est qu'il est soumis à une force irrésistible, qui est pour ses désirs sexuels. Bon. Et là, on arrive à quelque chose qui est quand même intéressant, c'est-à-dire tout individu ou tout être humain peut être concerné par ce sujet-là. Ce n'est pas être exactement soumis à ses pulsions, on peut les comprendre, mais on peut aussi très bien assumer d'aller au bout de ses pulsions. Comment? Encore, bon, d'accord. Ça va là? Bon. C'est cette idée-là. Moi en plus, sur l'écriture, je suis absolument pas d'accord avec vous. Enfin bon, ça c'est notre problème, on va pas. Attendez, je crois que la personne qui est à côté de vous, elle voudrait parler. Oui. Attendez, alors. Dans une seconde. Vous pouvez lui passer le micro. Non, passez-lui le micro. Ah. Pardon. Excusez-moi, oui. Ce que vous venez d'évoquer, je trouve que scénaristiquement, c'est très vrai. C'est vrai, la dépossession de son pouvoir, machin, il axe le film là-dessus. Une longue partie du film est là-dessus, les séquences sont très longues à ce moment-là. Par contre, malheureusement, je trouve que dans le langage cinématographique, il fait l'impasse là-dessus, puisque le corps du personnage, de Vro, il est filmé de la même façon quand il se met à poil devant son gardien de prison que quand il se met à poil devant les filles devant tout ça. C'est toujours le même langage cinématographique, ces plans longs, un petit peu larges, et puis ces plans serrés qui viennent faire des panneaux un peu sur toutes les parties du corps, et machin, et trucs comme ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a pas d'évolution dans le langage cinématographique. C'est-à-dire, moi j'ai l'impression que ce cinéaste, dans ce film-là, j'ai vu beaucoup de films d'Abel Ferrara, c'est pas le cas à chaque fois, mais dans ce film-ci, toutes ces intentions, elles sont très présentes dans l'écriture, dans le scénario, dans tout ça. Je trouve même qu'elles sont, je le redis, je trouve même qu'elles sont assez balourdes, que c'est évident. Et je trouve que sa manière de filmer, le corps de Depardieu par exemple, sa façon, sa dépossession quand il commence à se mettre à poil devant son gardien de prison, c'est pas filmé autrement, c'est pas raconté autrement. Le cinéaste, il est pas en train avec sa caméra et avec son découpage il n'est pas en train de le déposséder de quoi que ce soit. Et moi, je trouve que c'est ce genre de choses qui me donne l'impression d'une grosse fainéantise sur ce travail-là. Vraiment, c'est l'impression qui me reste à la fin de ce film. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Bon. Bonsoir. Sur ce plan-là, hein. Oui. Alors, je vais être un petit peu dans le même registre, mais je vais poser une question. Je vais me permettre un parallèle entre ce film et Bad Lieutenant. Dans Bad Lieutenant, on a affaire à un policier, donc qui est une figure du bien, qui, dans l'exercice de ses fonctions, fait en quelque sorte le mal. C'est-à-dire qu'il est en effet assez clivé entre eux et avec d'autres dimensions dans sa vie de famille, etc. Donc il y a une ambiguïté et un débat moral. Dans Welcome to New York, est-ce qu'il y a ce débat moral? Et je vais préciser ma question. Est-ce que la figure du bien de Devro n'arrive pas un peu tard dans la séquence avec donc la jeune métisse dans le lit, même pour moi, je trouve, il a un comportement différent, et dans la scène de fin avec la bonne, où il a un comportement tout à fait différent? Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de montrer le caractère bon du personnage un peu tard pour donner une ambiguïté?
Je ne crois pas qu'il le traite comme ça. Je crois justement qu'il s'assume totalement. Bon, je suis un monstre, je m'assume comme monstre. Point final. Après, ce qui n'empêche pas d'avoir des possibilités à un peu d'humanité. Bon, cette jeune femme à la fin, bon, mais... Est-ce qu'il n'y a pas une symbolique de la bonne? Parce qu'il y a quand même une bonne qu'il viole et une bonne quelque part, donc qu'il demande s'il a un petit... non, mais de toute façon, c'est le problème. Le problème quand même du machisme. Le machisme a pour principale raison d'exister, c'est de prendre l'autre comme un objet pour son propre plaisir. Donc, ce qu'il fait de la... comment s'appelle, de la femme de chambre dans l'hôtel, mais d'un seul coup, ce que je trouve très, très intéressant, c'est qu'il montre bien qu'il est envahi comme une espèce de folie et une espèce de fureur en même temps. C'est pour ça que je dis que le travail sur l'animalité et la bestialité de la sexualité lorsqu'elle est livrée à elle-même. Mais en même temps, c'est lui. Il est là. Et il n'est pas l'autre. L'autre, c'est justement celui qui aurait dû être le mari, celui qui doit dire aller vers la vérité, etc. Il a sa vérité. Cette vérité est monstrueuse. Et pour moi, c'est ça le film. Et à la fin, il peut retrouver un peu d'humanité, comme ça. Qu'est-ce qu'il fera après avec lui, on ne sait pas. C'est un personnage qui a des pulsions, qui d'un seul coup est un violeur, quoi. Un violeur. Alors, en général, les violeurs, on les accepte dans la classe basse. On ne l'accepte pas dans la classe haute. Dans la classe haute, il n'y a pas de violeur, c'est évident. C'est pas pensable. Alors que justement, parce que j'aime beaucoup dans le film, c'est nous montrer à quel point l'argent et la puissance de l'argent peut aussi favoriser la folie, la folie de la bestialité. Le viol n'appartient pas qu'à la classe inférieure. J'entends par inférieur, c'est pas un point de vue autre. Oui, je crois que monsieur veut pas. Oui, bonsoir. Moi aussi, j'avais vu le film sur l'écran de mon ordinateur, et là, ce soir, sur le grand écran, j'ai plus du tout eu la même impression, et c'est vrai que j'ai apprécié les images, ce qui n'avait pas été le cas la première fois. Moi, dans ce film, ce qui m'interpelle un peu, je dirais, à mon avis, il y a une erreur de casting. C'est-à-dire que Depardieu, pour moi, dans le rôle du futur président de la République française, il n'est absolument pas crédible. Et donc je trouve que l'aspect, la dualité, elle a un peu de mal à apparaître parce que c'est Depardieu. Et la première impression que j'avais eue en voyant le film, et la deuxième impression que j'ai aujourd'hui sur la même, j'ai l'impression que c'est pas du tout un film sur DSK, mais sur Depardieu. Et je trouve qu'il est... Enfin bon, voilà, je le trouve très crédible dans le rôle de l'obsédé sexuel, mais alors pas du tout dans le... Bon, et alors, ça me renvoie à la pré-séquence avant le générique, qui est quand même assez étonnante, où Depardieu déclare que, pour lui, enfin, il déteste DSK et qu'il a un mépris profond pour ce genre d'homme qui a des relations sexuelles en 6 minutes et de toute manière, il met au panier tous les politiques. Donc, voilà, là, j'ai un peu de mal à m'y retrouver. Pourquoi cette séquence au début et pourquoi le choix de Depardieu qui... bon, voilà. C'est-à-dire qu'au début, il faut montrer justement quelqu'un qui est installé dans son pouvoir et qui n'a plus rien à craindre. C'est-à-dire qu'il ose ouvertement dans son bureau en faire un lieu de transit où en plus on traite les affaires par la coucherie. Je me demande si cette idée-là du scénario n'est pas venue de l'histoire de l'île, quoi.
Parce que... Oui, non, mais c'est pas de ça dont je parlais. Je parle de la pré-séquence avant le générique, où Depardieu déclare qu'il a un mépris profond pour DSK, sans le nommer, mais enfin, on sait bien de qui il parle. Oui, alors ça, c'est pas... je trouve ça très étonnant, et je me demande ce que ça vient de faire là. Ça m'avait choqué la première fois. Et... ça doit être comment ça s'appelle, le distributeur, parce que c'est pas du tout une séquence de pas Ferrara. Ferrara. C'est une séquence où je pense qu'ils ont essayé de faire accepter le film par le public, c'est-à-dire que Depardieu accepte ce rôle-là. C'était plutôt une sorte de précaution, quoi. Non, c'est pas... Ça n'a rien à voir. Non, j'avais pas compris que c'était cette séquence-là dont vous parliez. Oui. Voilà. Oui, pardon, m'excuse. Faire quoi? Si ça marche là. Bonsoir. Moi j'ai aimé le film, donc voilà. Je ne veux pas trop juger. Ce qui m'a frappé dans le film, c'est d'entrée de jeu, et je me souvenais plus très bien suivi l'affaire, il dit qu'il a été relaxé ou qu'il n'a pas été condamné, etc., en première instance, par la partie civile, du fait de la réputation douteuse de la victime. C'est dit dans le film. Et je dis, tiens, c'est marrant de mettre ça d'entrée de film, parce qu'on aurait pu oublier le contexte, et en fait, ça sert ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est pas le sujet du film. Le sujet du film, finalement, c'est son chemin à lui. Et là où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est qu'il y a deux clés. Il y en a une qui est l'argent du pouvoir, l'argent à long terme, l'argent du FMI qui décide du sort du monde. Et d'ailleurs, à la fin, il dit, ben voilà, j'étais un peu comme Miss France, il ne le dit pas comme ça. Je voulais la paix dans le monde, je voulais que tout le monde mange à sa faim, qu'il y ait le bonheur partout. Donc il dit, voilà, j'ai eu les espoirs de Miss France. Et finalement, aujourd'hui, je suis dans le ici et maintenant et dans le bas du pyramide de Maslow, donc la transcendance, hein, les espoirs de Miss France. Et en bas de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire les besoins primaires, et parmi les besoins primaires, il y a le sexe. Et il dit, moi je veux le sexe ici et immédiatement, et sans contrainte, ni jugement de valeur. Donc finalement, pour moi, le personnage tel qu'il est, il n'est pas le monstre. Il n'est pas un monstre. Il est un monstre aux yeux des autres, mais pas à ses yeux. À ses yeux... Ah non, je suis d'accord avec vous. C'est tout ce qu'il fait, c'est juste humain. Et d'ailleurs, quand les scènes de sexe du début, elle fait penser, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au salon de l'agriculture, à quelqu'un qui touche le cul des vaches pour voir si elles sont bien, ces vaches. Et c'est tout, il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans. C'est pas judéo-chrétien pour un rond, c'est pas immoral, c'est amoral, il n'y a pas de morale. Et finalement, il le dit bien. C'est comme ça que je le vois, moi. Et j'apprécie. C'est là-dessus, ce sont les forces. Et on est habité par des forces. Bon. Et la force sexuelle n'est pas une des moindres. Simplement, on peut la pousser très loin, ce qui est son cas. Bon. Ceci étant dit, de ce point de vue, le film est aussi très intéressant par rapport au film qui a précédé ce film-là, de Ferrara. Et le film qui a précédé, c'est le film sur la fin du monde. C'est on a encore 12 heures avant la fin du monde. Et justement, sur cette question-là, qu'est-ce qui compte? Où est-ce que l'on est réellement? Dans le sens être, dans le sens shakespearien, to be or to be. Et là, c'est aussi le même sujet. Il est dans son sexe, ou par son sexe. Et il pourrait être absolument la réussite totale. Entre parenthèses, même dans la vie réelle, c'est ce qu'on lui a reproché. Il avait quand même, nous savons tous, qu'aujourd'hui, normalement, il aurait dû être président de la République. Bon. Donc c'est quand même quelqu'un qui a osé foutre tout en l'air pour obéir à sa pulsion, ou à ses pulsions. Moi, je trouve ça très... et là, il n'y a pas, en effet pas de morale. Il n'y a pas de morale. Qu'est-ce que c'est que vivre, qu'est-ce que c'est que exister en dehors, justement, des problèmes moraux qui sont des façons de voir le monde ou de voir la vie à travers la société et ses règles. Là, on est hors règle. Voilà.
Et moi, je trouve le film de ce point de vue-là très passionnant. Alors, on est en désaccord entre nous avec certains d'entre vous, mais bon, c'est pourquoi le film m'intéresse beaucoup. Et moi, en le revoyant là aujourd'hui, j'étais encore plus époustouflé par le film, vraiment. Et là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous sur la mise en scène. Je trouve que c'est une mise en scène admirable. Enfin bon. Bon, je crois qu'on va peut-être s'arrêter là. Ravi de vous avoir montré le film. Et ça vous a fait bien réagir, c'est bien. Parce que c'est un film sinon qu'on ne voit jamais. Et en plus, vous avez raison, sur grand écran, ça change tout. Enfin, en plus, maintenant que l'écran est remis, oui, il est très bien. Merci beaucoup.